l'invité de la matinale. KTO Radio. En ce mois de juin, les parents organisent ou ont déjà organisé les vacances d'été de leurs enfants en camp d'été, en pélé vélo ou en colo ou en autres séjours spirituels. Alors comment avoir les bons réflexes pour s'assurer que les conditions d'accueil et d'encadrement sont assez sécurisantes? Quel comportement avoir avec son enfant afin de ne pas éluder le risque d'agression sexuelle? Des questions que vous vous posez sans doute et auxquelles on répond ce matin avec Joséphine Chastenay de Géry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes responsable du pôle prévention au sein de l'association pour la formation des cadres et de l'animation et des loisirs qu'on appelle la Focale. Alors, il est question ici de prévention, prévenir le risque. Quel est le principe clé, la base de cette prévention pour vous ? Merci pour cette question. Alors, pour moi, la clé, c'est d'accepter d'être dans une forme de vigilance. Pas de la paranoïa, parce que sinon on ne fait plus rien, mais d'accepter de se questionner par rapport aussi bien au fonctionnement d'une structure qui accueille nos enfants que d'accepter de se questionner par rapport au fonctionnement de notre enfant, aux questions qu'il pose, pour faire monter ce niveau de vigilance qui n'est pas suffisant dans les lieux qui accueillent les enfants. Donc le point clé, c'est la vigilance. Que faut-il apprendre à son enfant? Quels sont les bons gestes, les bons réflexes qu'il doit avoir? Effectivement, la question, c'est d'outiller notre enfant avant de le faire partir en séjour collectif. On le fait de façon très naturelle sur plein de sujets et peut-être pas suffisamment sur ce sujet des maltraitances. Alors, on peut parler des maltraitances de façon globale. Vous avez introduit avec la question des violences sexuelles. Mais aujourd'hui, il y a toute forme de maltraitance qu'un enfant peut subir dans un lieu collectif, mais pas que, bien sûr, on le sait. Donc, il faut d'abord accepter d'en parler en amont avec son enfant et que ces sujets ne soient pas des sujets tabous et qu'on n'ait pas l'impression qu'on va gâcher l'enfance de notre enfant parce qu'on va lui parler de ça. Au contraire, plus on va lui en parler et plus, s'il lui arrive quelque chose, il sera lui-même en capacité de venir nous parler. On peut lui parler, bien sûr, d'apprendre aux enfants leur partie du corps, leur intimité, ce qui se passe sous le maillot de bain, ça t'appartient et personne n'a le droit d'y toucher. Et toi, tu n'as pas le droit d'aller toucher. Et personne n'a le droit de te demander d'aller toucher ces parties intimes. On peut apprendre aux enfants la question du secret. Parce qu'on sait très bien que l'agresseur va imposer le secret à l'enfant. Donc apprendre à un enfant ce que c'est qu'un bon secret, qu'un mauvais secret, et ça même les petits-enfants sont en capacité de le comprendre. Et puis enfin, moi ce que je préconise, c'est d'apprendre aux enfants à savoir s'ils avaient un problème, à qui ils pourraient aller parler de ce problème. Et d'apprendre aux enfants qu'ils peuvent être une personne de confiance pour un de leurs camarades. Et que dans ces cas-là, eux aussi doivent pouvoir aller parler avec un adulte de confiance pour révéler quelque chose. Et en tant que parent, comment faire pour s'assurer que l'endroit et également la structure, ça dépend pas que de nous en tant que parents, comment s'assurer que la structure où on envoie son enfant est sûre? Alors il faut accepter de se questionner sur cette structure, et même si on la connaît, même si c'est notre paroisse, notre camp paroissial, et donc ça veut dire que les structures qui accueillent en face, il faut qu'elles acceptent d'être questionnées par les parents sur ces sujets-là, parce que parfois, quand on les questionne, elles se sentent accusées de quelque chose, et c'est pas ça en fait. Il faut qu'on sorte de cette confiance absolue et de cette peut-être naïveté qui nous a amenés à laisser faire des choses ou à laisser des mauvaises organisations sur des lieux qui accueillent les enfants se mettre en place. Donc il faut questionner la structure. Qu'est-ce que vous mettez en place sur la protection des enfants par rapport à des problématiques de maltraitance, de violence, de harcèlement? On voit de plus en plus, on entend parler en fait de la problématique de harcèlement à l'école arrive aussi dans les séjours collectifs parce que les enfants arrivent de l'école et donc ils arrivent quand c'est des groupes d'enfants. Et donc qu'est-ce qu'on met en place pour traiter ces situations-là ou anticiper ou prévenir ces situations-là? Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Comment est-ce que vous avez formé vos animateurs? Est-ce que dans le cadre de fonctionnement de l'accueil de l'enfant, vous allez en parler aux enfants en amont, ou est-ce qu'il y a une petite charte de fonctionnement qui évoque ce sujet-là aussi, et pas que des problématiques d'organisation, de problématiques de violence peut-être, enfin de risque d'intégrité physique de l'enfant, parce que ça souvent on en parle très facilement, mais de la problématique de l'intégrité morale et psychique on en parle beaucoup moins. C'est aussi aux parents de sensibiliser les responsables des séjours? En tout cas, de les questionner, de les forcer à se questionner. Et moi, je trouve que si c'est les parents qui les questionnent, ça va les obliger à communiquer sur ce qu'ils font. Alors parfois, il y en a qui le font très bien, mais qui ne communiquent pas.
Mais une fois que c'est communiqué, par exemple, si vous mettez votre charte sur votre site internet et que dans votre charte, vous avez un point sur la maltraitance, ça vous oblige à la respecter. Donc une fois que vous communiquez sur ce que vous faites, vous êtes bien obligé de respecter ce que vous avez communiqué. Donc c'est important de le faire. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il ne faut pas transiger ? Euh, Alors, le point sur lequel il ne faut pas transiger, c'est de ne pas en parler. Ça, effectivement, il faut en parler avec la structure, il faut en parler avec les enfants. C'est fondamental. On ne peut pas laisser aujourd'hui partir un enfant en séjour collectif sans lui avoir parlé de ce qui potentiellement pouvait se passer. Il ne faut pas transiger sur le fait de regarder s'il y a effectivement dans la structure une charte de fonctionnement, si la question de la gestion du numérique, est-ce que c'est une question qui est abordée, est-ce que c'est une question pour la structure qui accueille les enfants ou pas, ce numérique, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des vrais problèmes par rapport à ça. Et donc, il ne faut pas transiger sur le fait de ne pas faire une confiance absolue. Voilà, de questionner, de se questionner. Est-ce qu'il existe également des profils d'enfants plus ou moins à risque que d'autres ? Alors, nous, quand on accompagne de structures, effectivement, c'est ce qu'on dit aux animateurs. On dit, en fait, on sait qu'il y a des enfants qui sont des cibles potentielles pour des agresseurs s'il y a des agresseurs dans la structure. Et donc, il faut être encore plus vigilant sur ces personnes-là, sur ces enfants-là. On sait que les enfants qui arrivent malheureusement de l'ASE, qui ont été placés en foyer d'accueil, c'est des enfants qui sont plus à risque. Parce qu'on sait qu'un enfant qui a subi une violence sexuelle, et moi, une fois, j'ai discuté avec une personne victime qui a dit vous savez, quand on a subi une violence sexuelle, on a une cible dans le dos. Et donc, l'agresseur, elle le sent, il le sait. Et donc, effectivement, on est plus à risque de subir une autre violence sexuelle. Des enfants qui sont très introvertis ou qui n'ont pas de soutien social dans leur famille. Des enfants avec des familles un peu dysfonctionnelles ou peu de présence familiale ou parentale. On sait que c'est des enfants qui ne vont pas se confier à leurs parents et donc c'est des enfants qui sont plus à risque de ne pas pouvoir révéler quelque chose ou de ne pas être crus par leurs parents. Là, on est dans la préparation du séjour et après le séjour, on demande souvent à son enfant comment ça s'est passé, ce qu'il a vécu, quel comportement et quelles questions on doit avoir et qu'on doit particulièrement poser à son enfant. Alors, c'est important de s'intéresser vraiment à son enfant et de ne pas être dans la formalité, alors tout s'est bien passé, et puis de passer à autre chose. L'enfant, il revient d'un séjour où peut-être il a fait des bonnes rencontres et peut-être qu'il a fait des mauvaises rencontres, et on sait très bien qu'un enfant qui a subi des violences sexuelles, en fait, à un moment donné, le corps va parler, soit il va le verbaliser, soit le corps va parler. Il va y avoir des signes. Des signes, voilà, il va avoir des signes sur les problématiques de l'alimentation, du sommeil, des changements de comportement, un renfermement, une agressivité, un enfant qui veut plus se laver ou au contraire qui se lave beaucoup. Et ça, nous, il faut se donner les moyens de les voir. Il faut avoir envie de les voir, il faut avoir envie de les entendre, parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent pour le parent de pouvoir imaginer que son enfant a pu être maltraité dans ce séjour justement où on l'a envoyé en pensant qu'on allait le faire grandir. Mais c'est de notre responsabilité de parents de prendre ce temps et d'observer notre enfant et de l'écouter et de s'intéresser vraiment à lui. Quel est l'intérêt d'une telle prévention au-delà de s'assurer que tout se passe bien lors du séjour ? Quel effet ça peut avoir également sur un potentiel agresseur ? Alors en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on arrive à contenir l'agresseur, en fait, toute cette prévention qu'on peut mettre en place, toutes ces barrières qu'on va pouvoir mettre en place, ça va contenir l'agresseur. Et donc l'agresseur, s'il est parmi nos équipes, eh bien, il faut tout faire pour pas qu'il puisse passer à l'acte au moment où il est là avec les enfants. Et donc cette organisation qu'on va pouvoir mettre en place, le fait de cette communication, cette formation qu'on va lui donner, cette charte de fonctionnement, ce qu'on va dire aux enfants, en fait c'est comme des barrières successives qu'on va mettre qui va l'empêcher de passer à l'acte. Donc c'est vraiment ça le système de prévention, et parce qu'on va connaître les facteurs de risque dans notre structure, on va mettre en place des facteurs de protection. Ces barrières, c'est des facteurs de protection pour les enfants. Et à travers toutes ces clés que vous nous donnez, Joséphine Chastenay de Géry, ces outils que vous nous livrez depuis le début, quelque chose ressort, c'est le dialogue, parler, ne pas laisser les choses s'enquister, rester tues et tabou. C'est aussi ça la cause de ces violences et encore très nombreuses, c'est le silence. Oui, malheureusement, c'est encore le silence. Alors,
Ce que l'on sait, c'est que la violence, et en particulier la violence sexuelle faite sur un enfant, c'est quelque chose qui est impensable parce que c'est quelque chose qui est effroyable. Donc, en fait, c'est impensable. Donc, en fait, on n'y pense pas. Et donc, en fait, on n'en parle pas. Et quand on demande de façon très spontanée aux personnes, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de lutter contre les violences sexuelles, le mot qui revient tout de suite, tout le temps, presque tout le temps, c'est tabou, c'est un déni, c'est secret. Et donc, c'est fondamental, aussi bien avec nos enfants que dans les structures qui les accueillent, d'accepter de dépasser cet impensable. Malheureusement, on est obligé de le penser parce que, en fait, c'est une réalité. Les violences faites aux enfants, c'est une réalité. 160 000 enfants qui subissent des violences sexuelles par an. C'est un chiffre qui nous a été révélé par la Civis. On connaît les chiffres qui nous ont été révélés par la SIAZ. Donc, cette maltraitance des enfants, elle est là, elle fait partie de notre société. Donc, nous, parents, et nous, acteurs éducatifs dans les lieux qui les accueillent, c'est de notre responsabilité de la penser et donc de la prévenir. Cette vigilance que l'on comprend nécessaire fait rendre compte que le risque en fait est un peu partout. Comment ne pas verser dans la paranoïa? Voilà, c'est une question qui est très difficile. Hmm. Comment ne pas verser dans la paranoïa? Eh bien, c'est justement d'abord de se former, d'accepter d'en parler et de ce qu'on disait pour introduire, d'être dans cette vigilance et d'accepter de se questionner, d'accepter de questionner une posture éducative qui va nous sembler pas ajustée, d'accepter une organisation qui va nous sembler risquée, et surtout de ne pas accepter de faire porter le risque sur l'enfant. En fait, quand dans une organisation ou quand même en tant que parent dans notre structure, on s'organise et on se dit, bon, bah là, il y a un petit risque que l'enfant, qu'il se passe quelque chose pour l'enfant. En fait, c'est que la solution n'est pas la bonne, c'est que notre organisation n'est pas la bonne. Voilà, et donc, moi, je dis toujours, il ne faut surtout pas verser dans la paranoïa parce que sinon, on enferme nos enfants dans une bulle et puis on ne leur fait plus rien faire et ça serait vraiment très, très dommage et ce n'est pas du tout la bonne voie. Mais en revanche, voilà, être vigilant, se questionner et accepter que l'on nous questionne. En fait, quand on est adulte en charge des enfants, accepter que quelqu'un vienne nous dire ton attitude avec cet enfant me questionne, l'organisation de ce camp me questionne, est-ce que tu veux bien m'expliquer qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et quel message aimeriez-vous dire aux parents qui se posent des questions et qui n'osent peut-être pas envoyer leur enfant dans un camp d'été pour ces raisons? Alors j'ai envie de leur dire que leur peur est bien naturelle. Voilà, aujourd'hui on a beaucoup de parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école à cause des situations de harcèlement, mais qu'il faut arriver par du renseignement, par de la formation, par des échanges et du dialogue avec les structures qui accueillent nos enfants. Il faut arriver à poser des actes de confiance, mais pas de façon naïve, vraiment en ayant les réponses en face de la structure qui va nous rassurer sur le taux d'encadrement, sur l'organisation des activités, comment est organisée la surveillance, comment sont organisées les nuitées, comment sont formés les animateurs qui encadrent nos enfants. Et une fois qu'on a suffisamment de réponses qui nous rassurent, alors d'envoyer notre enfant et quand il revient, de le questionner, d'être rassuré sur son attitude. Et heureusement, il y a des milliers d'enfants qui tous les étés partent en séjour de vacances, en séjour collectif et pour qui tout se passe très bien. Et au contraire, ça leur permet de grandir, de sortir de ce qui se passe à la maison, d'aller voir ailleurs, de faire des connaissances et d'avoir une proposition éducative super, quoi. Merci Joséphine Chastenay de Géry pour tous ces bons réflexes. Un site pour retrouver ces informations et peut-être des numéros d'écoute? Alors, sur le site de la Focale, vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations et puis surtout, on peut intervenir dans vos structures pour faire ces moments de sensibilisation auprès des parents aussi. Le site du 3018, hein, c'est vraiment une association incroyable qui fait beaucoup de bien pour accompagner les enfants sur des problèmes de harcèlement, de cyberharcèlement. Et puis le 119. Et puis la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est vraiment dans une démarche aussi de prévention et d'accueil et de conseil des parents. Donc quand on a une problématique, on ne sait pas quoi faire, à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas hésiter à les appeler. Et je rappelle que vous êtes donc responsable du pôle prévention au sein de la Focale, l'association pour la formation des cadres de l'animation et des loisirs, avec lequel collabore notamment l'Église en France comme de nombreuses structures. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, j'étais heureuse de venir.